Donc 18h30, donc merci à tous ceux qui sont présents pour leur ponctualité. Maintenant, nous allons être bienveillants envers toutes les personnes qui vont arriver dans les 5 prochaines minutes et tenter de les attendre afin de démarrer à 18h35. Donc, merci à tous déjà d'être présents. Nous sommes ravis de pouvoir faire ce webinaire avec vous que l'on prépare depuis quelques semaines. Et donc, nous sommes déjà si mon compte Teams est cohérent, on est une bonne dizaine de connectés. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore pris la parole, de donner votre point de vue en indiquant un mot qui représente la glacière pour vous. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir, bonsoir et bienvenue à ce webinaire proposé par l'association La Glacière 1920 2020 2120. Et pour cette petite introduction, puisqu'on attend que tout le monde arrive, on s'est dit qu'on commençait à 18h35. On vous propose d'écrire un mot dans la conversation de la réunion qui évoque la glacière pour vous. Donc, en un mot, pour vous, la glacière, qu'est-ce que ça représente ? Donc, on a eu patrimoine, identité, audace, en péril, un autre point de vue, longue vue, vieille dame centenaire, mer, mire, skyline, monumentale. Vous pouvez en écrire plusieurs si vous en avez envie. Nous avons une rare trace du passé. On peut assouplir les règles pour les 3 dernières minutes. Vous pouvez vous sentir libre d'écrire un peu plus qu'un mot. Patrimoine industriel. Vigie. Voilà. Donc, vigie, c'est une personne chargée d'observer à bord d'un navire ou un poste de surveillance. Totem, l'Orient tout simplement, un point de vue. Intrigante, majestueuse. Un amer, un amer. Alors, je ne sais pas si un amer... Ah si, c'est un point de repère fixe et identifiable, sans ambiguïté, utilisé pour la navigation maritime. Eh bien, que de vocabulaire. Un point d'ancrage, identité, qui revient. Bonsoir aux dernières personnes qui viennent tout juste d'arriver. Nous sommes en train de jouer à un petit jeu où on vous propose d'écrire un mot dans la conversation de la réunion et de nous dire ce que représente pour vous la glacière. On s'est dit qu'on allait faire ça en guise d'introduction. Et à 18h35, c'est-à-dire dans maintenant exactement 1 minute, nous allons commencer le webinaire où on avait envie de vous le proposer en 2 temps. Un premier temps où on va présenter là où nous en sommes dans le projet. Puis un second temps où on vous propose une prise de parole encadrée. En fait, on vous invite à écrire toutes vos questions dans la partie conversation de la réunion pendant la présentation. Ensuite, nous, on va les collecter et puis on va se charger de les synthétiser et de les retransmettre pour ce deuxième temps où là, on vous répondra aux questions. On va vous demander, en règle de bonne conduite visio, 2 choses. Couper micro et caméra
pour faciliter les flux. Et c'est tout. Et on espère que vous n'allez pas vous ennuyer. Alors, je reprends les quelques mots qui viennent d'arriver et puis je vais laisser la parole à Ronan et Claire qui vont commencer cette première partie de présentation. Donc, pour conclure, nous avons patrimoine industriel centenaire à préserver, abandon, sacrifice, malheureusement, monument, patrimoine, potentiel, hélas. Avec une petite explication que je vous laisserai poursuivre. Je laisse la parole à Ronan et Claire, il est 18h35. Bonsoir et bienvenue à tous pour ce webinaire autour de la glacière. Je vais couper ma caméra. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous et merci Fanny de nous avoir fait patienter avec ces échanges de mots. Je reprends donc les objectifs de l'association, donc réinterroger, qui consistait à rencontrer les décideurs, donc ce qui a été fait, pour réouvrir un espace de discussion, ce qui n'a pas forcément bien fonctionné puisque on n'a pas eu l'écoute que l'on aurait souhaité auprès de la région et de l'agglomération. Expliquer, montrer, donc c'est capitaliser sur les différents travaux qui ont déjà pu être effectués sur la glacière, notamment par des projets de recherche d'architectes, réétudier à travers des études de chiffrage et une proposition de financement, rediscuter et rencontrer les acteurs, donc c'est des choses qui sont en cours, c'est l'objet de cette présentation ou des réunions publiques, et pour au final proposer quelque chose pour les entreprises, pour les associations, pour les habitants, pour différents types d'activités. Donc, on va vous présenter l'histoire, la situation actuelle de 1920 aux années 80 environ, les besoins qui se sont fait sentir à partir des années 80 et aux années 2000, les propositions actuelles qui sont différentes entre l'agglomération ou l'association et notre ambition. Donc, on fait un rapide mise en perspective pour des personnes qui ne seraient pas forcément de la région de Lorient. Donc, vous voyez sur le point rouge la glacière qui se situe au cœur de la rade de Lorient et une agglomération d'environ 200 000 habitants. Et autour, à différents carrés, les différents ports de Lorient, puisque la ville de Lorient est connue pour ses 6 ports au moins. Donc, vous voyez en bleu le port militaire, en rose le port de commerce qui nous renvoie à la Compagnie des Indes en 1666, le port de plaisance ou de course au large, et enfin le port de pêche qui nous intéresse pour la glacière que vous voyez en étoile jaune, entourée de bleu. Donc on peut voir sur cette image d'ailleurs que le nombre de bateaux présents à une certaine époque, notamment dans les années 70-80, était largement plus important que ce que l'on peut voir aujourd'hui sur la photo de droite. Donc un petit retour en arrière également pour vous montrer à quel point l'urbanisme et la topographie des lieux ont changé, puisque à gauche, vous avez une photo qui date de 1820 à peu près, enfin une photo, une carte, un plan, et actuellement la composition de la zone industrialo-portuaire, donc conquise sur la mer, avec sur la pointe de la Perrière, donc l'emplacement de la glacière. Donc on a une petite vidéo là qui vous montre un enchaînement de photos qui vous montre comment a évolué la poldérisation donc de la zone. Donc un petit aparté aussi sur pourquoi la construction de ce bâtiment. En fait, à la suite de la Première Guerre mondiale, il y a eu un grand plan de la part du ministre de la Mer pour trouver un fonctionnement et un approvisionnement du poisson depuis Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, il y a une construction d'une glacière, un frigorifique à Saint-Pierre-et-Miquelon et son équivalent à Lorient, dans le but de créer une liaison transatlantique pour l'approvisionnement de la France en poissons, et dont
on a le point de départ qui est la sortie du conflit de la guerre 14-18. Donc aujourd'hui, la glacière de Saint-Pierre-et-Miquelon est également toujours existante. Elle est même classée monument historique assez récemment. Et on peut comparer au sort de la glacière de Lorient qui, elle, doit être démolie. Et on peut s'interroger sur cette différence de traitement alors que les deux bâtiments sont tout aussi intéressants comme vous pouvez le voir sur les images d'archives. Donc ici, vous avez les images d'archives que l'on a pu avoir grâce à un fonds privé, le fonds Brien, qu'on remercie beaucoup, et qui nous permettent de voir l'évolution de la construction du bâtiment, que je vais vous faire passer, et qui nous font prendre conscience que ce bâtiment est bien un bâtiment en pierre pour son aspect extérieur. Vous voyez ici les voûtes et les coffrages en bois, et un bâtiment qui est en poutre, poteau, béton pour ce qui est de l'intérieur. Donc un petit tour à l'intérieur du bâtiment avec un plan d'un niveau qui nous permet de prendre conscience à quel point ce bâtiment a été étudié pour optimiser les flux de glace et les flux de poissons. Donc vous avez à l'écran des circulations des engins de transport de ces différents produits avec des sens de circulation d'entrée et de sortie dans les chambres froides que vous voyez au centre du bâtiment. Donc, c'est des pièces qui sont isolées avec du liège encore aujourd'hui. Donc, un matériau qui est très innovant et surtout de production naturelle, donc que l'on utilise aujourd'hui dans le bâtiment, mais qui a un coût très élevé. Donc, vous avez ici des coupes à nouveau hein, par rapport aux recherches en archives qu'on a pu faire, les coupes avec les épaisseurs de liège et les épaisseurs de maçonnerie. Donc, on va lister des interrogations et des besoins que l'on peut avoir en tant que citoyen ou en tant qu'usager du port. Donc, ce que l'on a pu noter dans des recherches, notamment dans un rapport de la Chambre régionale des comptes, qui met en évidence la dégradation importante de l'ensemble du port de pêche. Et deuxième constat important, la difficulté de prise de responsabilité de par les nombreux décisionnaires au sein du port de pêche. Donc, c'est une partie de la raison qui explique la difficulté à prendre des décisions et le fait que la glacière soit toujours là, et heureusement, mais aussi les difficultés à se projeter avec l'ensemble des acteurs dans une direction qui pourrait être un bien commun. Donc, c'est cette difficulté de prendre des décisions et une vétusté des bâtiments qui a entraîné la dégradation des intérieurs, une absence d'entretien. Et on vous montre ici, à nouveau dans une compilation de photos, l'évolution du bâtiment à partir des années 50, époque à laquelle elle a été modifiée, jusqu'à nos jours avec une dégradation importante. Voilà, donc vous avez fait un petit tour à l'intérieur du bâtiment avec certaines photos qui nous montrent quand même la dégradation de certaines parties. Donc,
On va revenir sur les enjeux un peu plus généraux et portuaires. Donc, on souhaite se placer à la place des usagers et des autorités qui anticipent l'avenir sur le port. Donc, on s'est procuré et on essaie de comprendre les besoins du port. Donc, quelquefois, ils sont assez flous concernant la pointe de la Perrière. Le mot de destruction est rarement employé pour le bâtiment. Donc, on ne sait pas trop quelquefois quels sont les projets sur ce lieu, mais dans des documents moins officiels et moins communiqués, on s'aperçoit que en fait, la répartition des espaces semble déjà bien prévue pour certaines entreprises et que voilà, il y a pas de, il y a peut-être pas tant de questionnements que cela. Donc, on se pose des questions aussi sur on a parlé tout à l'heure de la poldérisation des lieux. Donc, on parle de montée des eaux. On peut se questionner aujourd'hui sur raser et reconstruire au sol sur une grande surface, alors que on pourrait garder une construction qui a beaucoup de hauteur. Autre interrogation que l'on a et qui nous semble peut-être la plus importante, c'est qu'aujourd'hui, dans les documents d'urbanisme de la ville, il existe des bâtiments identifiés comme remarquables. Donc, sur le secteur de la Perrière, on s'aperçoit qu'il y a un seul bâtiment indiqué comme remarquable et que la glacière n'y figure pas. Donc, est-ce un oubli volontaire? Sans doute oui. Et est-ce normal que ce type de choix ait pu être fait et que certaines personnes qui avaient peut-être des avis divergents n'aient pas eu leur mot à dire? Et donc, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, ce sujet et ce bâtiment ne laissent pas toutes les personnes donner leur avis, malheureusement. Donc, à ce stade, Fanny va reprendre la parole et peut-être vous solliciter sur une question et un avis à ce stade de la présentation. Oui. Oui, donc n'hésitez pas à répondre aussi au sein de la conversation. Également, puisqu'il n'y en a pas eu depuis la prise de parole de Ronan, si vous avez des questions qui vous viennent, je profite pour rappeler que n'hésitez pas à les poser, puisque nous, on les collecte pendant la présentation et on s'en sert pour la deuxième partie d'échange, où là, on répondra à votre question en deuxième temps. Et là, on vous demande en fait votre avis à ce stade. Pareil, n'hésitez pas à répondre dans la conversation. Quel avenir vous pourriez imaginer pour la glacière? N'hésitez pas à prendre la parole au sein de la conversation de la réunion ou d'en profiter pour vous poser vos questions également. Oui, pour préciser, c'est sans prendre en compte des aspects économiques ou des aspects fonctionnels sur la présentation, on va dire, plutôt historique et patrimoniale du lieu. Que pensez-vous de ce bâtiment? Est-ce qu'il peut représenter un bâtiment patrimonial ou pas? Puisque ça doit être quand même le début de la réflexion et ensuite la réflexion s'articuler autour de ça, si le bâtiment a un caractère patrimonial ou pas. Donc on vous laisse prendre la parole au sein de la conversation de la réunion. Et Ronan, je pense que tu peux poursuivre. Et nous, Ouais. on collecte tout ça pour la suite. Okay. Ça marche. Donc ensuite, on va avancer sur les propositions qui s'offrent à nous. Donc aujourd'hui, on vous présente l'ensemble des propositions et la première est la proposition qui est actuellement en marche dans tous les cas. Donc c'est la démolition du bâtiment pour la création d'un nouveau bâtiment pour le lavage des caisses de poissons et autres équipements techniques et locaux du personnel. Donc les arguments qui sont avancés pour ce choix, c'est que le bâtiment ne représente pas un intérêt patrimonial majeur, que sa réhabilitation est trop coûteuse, que les surfaces que représente la glacière sont importantes et que surtout le projet de démolition et la suite est trop avancé.
par rapport à la nécessité de moderniser le port. Donc ce que l'on propose, comme on l'a montré par les recherches d'archives et comme certains services de l'État nous l'ont écrit, ce bâtiment représente un intérêt patrimonial, tout simplement, que les surfaces offertes dans les étages de la glacière représentent plus, au mieux, égal à ce qui existe, voire plus, qu'un plan de financement détaillé est possible et que la modernisation qui est nécessaire est compatible avec la conservation du bâtiment en travaillant autour. Donc tous ces arguments sont factuels et c'est ce que l'association souhaite mettre en avant. Donc on va rappeler les travaux de recherche qui ont été faits. Donc pas plus tard que jeudi dernier, j'ai assisté à une présentation d'une architecte qui vient de finir son travail de fin d'études sur la glacière. C'est les photos que vous voyez à gauche, donc Gaëlle Gilébart, qui donc a été diplômée jeudi dernier avec une belle note pour son mémoire. Donc Jean-Claude Vidalin, qui a aussi fait son mémoire en 2006 sur le sujet, et une élève est en cours actuellement sur le sujet également, et on a retrouvé plusieurs mémoires sur le sujet qui montrent l'intérêt de ce bâtiment et son côté atypique. Donc vous avez ici des photos de nos travaux en petits groupes. Le travail du groupe architecture et histoire, le travail de cabinets spécialisés dans le bâtiment, qui vous voyez sur la gauche de l'écran, ce sont l'ensemble du détail des métraits du bâtiment pour parvenir à un chiffrage objectif. Donc toutes les pièces ont été détaillées, donc ce qui nous permet de savoir les quantités et ensuite d'y appliquer des montants. Donc voilà ici des montants qui sont des montants avec les informations que l'on a pu avoir, puisqu'on a sollicité de la part de la SEM les études qui auraient pu être faites auparavant, mais on n'a pas pu avoir ces études, donc on fait avec les informations que l'on a, et on arrive à des montants importants, effectivement, au regard de la taille du bâtiment. Donc c'est des montants qui ne sont pas exorbitants comme on aurait pu l'entendre par rapport à des projets d'investissement structurants pour un territoire. Vous avez ici des exemples de financement autour du patrimoine. Donc on a travaillé avec des personnes dont c'est aussi la spécialité. Donc tous ces financements sont des fléchages différents, des fondations de départements, de régions, de l'Europe. Enfin voilà, il y a plein de leviers possibles à activer autour des friches industrielles actuellement également. Donc on a fait une synthèse uniquement sur le patrimoine, mais il y a d'autres leviers. Il y a les financements européens autour de la pêche. Il y a les investissements privés par des banques à partir du moment où il y a de l'activité économique, des particuliers, du mécénat, du partenariat public par rapport à l'économie locale, au développement durable, etc. Et donc, je vais laisser la parole à Claire qui va vous parler de l'ambition que l'on a pour ce lieu. Bonsoir à toutes et tous. Donc effectivement, je prends le relais sur cette dernière partie de la présentation parce qu'effectivement, l'un des piliers, en tout cas un des piliers du projet associatif, comme l'a rappelé Ronan en tout début de présentation, c'est effectivement de ne pas rester dans une vision figée, conservatrice justement et nostalgique. C'est d'envisager justement l'avenir et de créer un équipement structurant pour le territoire. Je reprends aujourd'hui, il y a une tribune qui est parue de Philippe Prost, donc, qui est architecte et qu'on avait eu l'occasion de rencontrer au pied de la glacière. Il dit qu'il faut faire confiance à l'inventivité, donc c'est ça et plein d'autres choses, mais justement la glacière c'est aussi l'endroit de construire justement avec les habitants et toutes les parties prenantes qu'on va identifier ensuite, mais en tout cas voilà, c'est l'occasion de créer du commun. Donc justement l'idée et justement le projet, il est aussi inspiré par des choses qu'on a pu voir un peu ailleurs.
en France et au-delà. Là, on a sélectionné des exemples qui sont localisés sur le territoire français. En partant du haut à gauche, il y a par exemple le VIP à Colombelles, à côté de Caen, qui est une ancienne une ancienne usine en fait qui appartenait à la Société métallurgique de Normandie qui a été transformée. Voilà, je vais essayer d'aller assez rapidement parce qu'on va garder du temps pour les échanges. Alors après, à droite, il y a la gare de Lich, donc c'est à côté d'Asnières en région parisienne, qui a été elle aussi sauvée à l'initiative de mouvements issus de la société civile, associations et collectifs d'habitants-habitantes. En haut à droite, il y a la halle aux poissons au Havre, qui a été sujet en fait d'un appel d'offres qui a été lancé à l'initiative de la ville, du Grand Port du Havre et de la Chambre de commerce pour justement revitaliser les centralités, y compris le domaine portuaire. Et donc, cette halle aux poissons va être reconvertie en tiers-lieu maritime. En bas à gauche, vous avez, et Fanny en parlait en tout début de webinaire, des ateliers des Capucins à Brest, qui sont des anciens ateliers de l'Arsenal, voilà, et qui ont aussi été sujets à une grosse transformation élargie au quartier, voilà, et qui est aujourd'hui un lieu de vie très ancré dans le territoire. Et enfin, en bas à droite, il y a Darwin à Bordeaux, qui est une ancienne caserne et qui a été aussi convertie en tiers-lieu, cette fois par une initiative privée, moins en tout cas générée par les collectivités. Et justement, ça me permet de faire lien, c'est que donc ces 5 exemples, voilà, ils illustrent de façon commune des reconversions de sites industriels. Par contre, ils ont des particularités, bien sûr, voilà, spécifiques, que ce soit dans la genèse, que ce soit dans les parties prenantes, les financements ou les activités qui peuvent être hébergées dans leur sein. Par contre, il y a un point commun à tout ça, c'est que ces nouveaux lieux structurants ont été pensés en fonction des besoins du territoire et de l'identité du territoire. Et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, c'est ça qui fait, comment dire, la diversité, mais aussi qui fait vraiment, qui permet d'ancrer justement ces projets dans le territoire. À Lorient, on est sur une façade maritime. L'activité maritime est fortement motrice de l'économie et bien sûr aussi partie intégrante de l'identité locale. C'est pour ça, là, on a retracé des exemples de modernisation portuaire qui nous semblaient intéressantes. Alors, à savoir que celles-ci, elles ont été référencées par l'AIVP, qui est une ONG justement qui regroupe beaucoup d'acteurs à travers le monde et qui travaille justement sur ces questions de reconversion portuaire et notamment sur la démarche des port centers qui, pour résumer, propose de valoriser l'existant, donc comme dans le cas de la glacière, pour créer justement des ponts entre le passé et l'avenir, donc voilà, qui est une continuité, et de fédérer autour de l'identité portuaire. Il faut savoir que la ville de Lorient, la Chambre de commerce et Audelor sont des membres actifs de l'AIVP et que la démarche Port Center est travaillée dans ce cadre-là. Donc voilà, donc là vous avez 3 exemples de travaux de reconversion qui ont été faits donc à Marseille, à Saint-Nazaire et à Dunkerque. Donc voilà, donc ça c'est des initiatives qui nous ont inspirés et voilà, des réalisations, mais au-delà de ça, il y a aussi une démarche qui nous paraît intéressante, une façon, on va dire, un peu nouvelle, contemporaine de construire les projets, qu'on peut mettre sous la terminologie de tiers-lieu, mais qui pour nous aussi nécessite d'être un peu précisé parce qu'il y a plein de projets aujourd'hui qui émergent et qui se revendiquent justement d'une appartenance au tiers-lieu et c'est très protéiforme. Donc,
juste pour expliciter là, nous, pourquoi on a choisi justement d'utiliser le terme de tiers-lieu, je vais vous donner 2 définitions. Donc, une première qui est issue de la coopérative des tiers-lieux et qui dit que les tiers-lieux sont libres d'accès, gérés collectivement et qui permettent la rencontre et le partage de connaissances. Donc, ils sont des lieux où naissent des projets qui sont favorisés par les échanges. Voilà, une deuxième, donc c'est de créer des lieux d'échange, de faire du lien entre les acteurs, les actrices et les initiatives locales, mais aussi un lieu qui soit ouvert aux habitants et aux habitantes. Et pour résumer, je dirais que ce pourquoi on a utilisé donc ce terme de tiers-lieu, c'est surtout ça, au niveau de l'association, de la genèse du projet. C'est cette notion de gouvernance et justement de co-construire le projet avec les potentielles futures parties prenantes. Et c'est ce processus de co-construction qui va justement permettre que le projet y répond bien aux besoins et aux enjeux du territoire. Mais au-delà de répondre aux besoins, cette nouvelle cohabitation ou ce nouveau dialogue entre des parties qui ne se rencontrent pas forcément, ça va aussi être innovant, enfin, du moins créer justement des choses nouvelles de par ces échanges. Donc, c'est ce pourquoi nous, on utilisait ce terme-là. Et justement, donc l'association, elle a été créée en juin officiellement, et dès lors, on a entamé justement des rencontres, que ce soit bien sûr avec les collectivités, avec les citoyens, les citoyennes lors de réunions publiques en juillet, des acteurs de la pêche, un centre de formation, des associations qui sont en lien avec le maritime, des entreprises qui sont localisées dans le quartier de la Perrière, voilà, et qui permettaient justement d'amorcer justement cette dynamique de co-construction. Alors aujourd'hui, c'est un travail qui se fait sur un temps long, bien sûr. Voilà, donc là, c'est une amorce qui permettait aussi de confirmer justement des sortes de postulats que l'association pouvait avoir au départ et qui méritaient de trouver, qui est quand même une vérification par rapport à ça. Mais donc l'idée, c'est bien de poursuivre justement toutes ces rencontres, voilà, au niveau des différentes catégories que je viens d'énoncer. Ressort justement de ces différentes rencontres, justement un axe qui est vraiment primordial, c'est bien sûr la maritimité et par là la pêche et la mise en valeur du savoir-faire, de l'activité, de l'imaginaire aussi qui peut être associé à ça, et l'enjeu justement de défendre ce bien commun qu'est ce patrimoine matériel et immatériel. Donc voilà, lors justement des différentes rencontres, on a commencé aussi à dresser une sorte de petite liste des activités qui pourraient y trouver place en fait dans ce futur lieu. Alors il y a bien sûr pour commencer les activités techniques du port, parce que l'idée c'est bien sûr de ne pas remettre en question les besoins qui existent en termes de logistique et en termes d'aménagement portuaire pour répondre aux besoins de l'activité économique, artisanale, industrielle du port. Donc ça, c'est bien sûr le premier axe. Après, pourrait s'ajouter à ça, donc je vous fais une petite liste à l'après-vert, mais une halle aux poissons, un restaurant d'application, une manufacture collaborative, des espaces de travail partagés, un centre de formation, des ateliers d'artistes, un centre de recherche et développement, un musée de la pêche, une crèche. Voilà, tout ça, c'est issu justement des rencontres qu'on a pu faire ces derniers mois. Pour finir sur cette partie, l'idée, bien sûr, c'est que c'est aussi de questionner l'impact plus global que peut avoir un tel projet pour le territoire. Voilà, donc là, on en a énuméré quelques-uns. Il y a bien sûr l'ouverture du port, justement dans la démarche des port centers, cette idée d'ouvrir le port, qui est une interconnaissance entre les acteurs de la pêche et du maritime et les habitants et les habitantes,
Voilà. Une valorisation, je disais, des métiers et des savoir-faire locaux. Une volonté aussi de connecter les ports à l'ensemble de l'agglomération, qui est encore plus pertinente de par la localisation de la glacière au cœur de la rade. Donc ça peut se faire par des moyens de transport qui sont complémentaires, hein, bateau, train, route et vélo, mobilité douce aussi. Mais voilà. Travailler bien sûr sur la valorisation, la préservation des ressources halieutiques et l'innovation, réinventer des espaces et le bâti existant dans une perspective de développement durable, bien sûr conserver, réhabiliter des bâtiments, ça a comme vertu principale de limiter aussi l'impact environnemental qu'on peut avoir comparé à une construction ex nihilo. Et voilà, après, impulser des dynamiques de construction innovantes multiparties prenantes, ce qu'on disait, et enfin de favoriser donc des échanges et des connexions entre des métiers, des secteurs qui ne se rencontreraient pas spontanément. Voilà, donc essayer de susciter justement ces échanges vecteurs de création. Voilà, pour cette partie sur le projet. Voilà, bah, merci Claire, c'était très intéressant et comme on l'a dit au départ, on souhaitait se laisser du temps pour les questions avant de finir sur un slide où on vous expliquera la suite des opérations en ce qui concerne les actions de l'association qui est, on vous l'accorde, pas forcément facile à mettre en œuvre à cause donc, des conditions qui sont la situation sanitaire, notamment les difficultés d'organiser des réunions. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité organiser ce webinaire pour que plus de personnes puissent avoir accès à l'information, parce que l'accès à l'information, on voit bien que c'est un élément qui pêche parce que tout le monde n'est pas au courant de l'histoire de ce bâtiment, de pourquoi ces décisions ont été prises comme ça. Donc voilà, c'est un gros effort de médiation que l'on souhaite faire et en même temps proposer un projet puisque sauver le patrimoine, ça ne sert à rien s'il n'y a pas de projet viable. Donc l'idée, c'est de proposer des choses et de réfléchir avec tout le monde, pas tout seul dans notre coin. Donc d'où la participation de tous à ces interrogations. Donc Gwen nous a fait une petite compilation des questions. Il est en train de les organiser. Il va nous en donner quelques-unes. Je sais qu'il y en a une qui a été demandée. C'est effectivement, nous on est à fond dans le projet, mais on va peut-être commencer par le début. C'est que c'est la propriété du bâtiment. Donc actuellement, c'est une concession portuaire qui est gérée par la région Bretagne. Donc on a un propriétaire foncier, on va dire, qui est à la région Bretagne avec des acteurs différents qui sont la société d'économie mixte et l'agglomération également un partie prenante de la SEM. Donc voilà, c'était une question qui, je crois, est arrivée tout à l'heure. Il y a plusieurs questions autour des contacts. Déjà, contact Saint-Pierre et Miquelon, contact glaciaire d'Etel aussi. Et puis globalement, est-ce qu'on a du recul sur voilà, la situation de ces bâtiments un peu particuliers des glacières en France, quoi. Alors, les contacts pris, effectivement, les contacts pris par exemple avec la DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles, qui est un service de l'État déconcentré en région. Donc oui, nous avons un contact avec Henri Masson, qui est par exemple le conservateur régional des monuments historiques, qui a aussi en charge le dossier justement de la glacière de Saint-Pierre et Miquelon, et qui nous écrit tout simplement que le bâtiment est très intéressant et qu'il est dommage d'aller vers une démolition. Donc voilà, malheureusement, cette institution n'a pas été sollicitée, donc aujourd'hui, elle n'a pas été intégrée dans le processus de démolition, par exemple, puisque le projet ne leur a pas été soumis dans la mesure où il n'y a pas de bâtiment classé autour de la glacière.
Donc le CAUE, j'ai vu la question aussi, n'a pas été contacté particulièrement. Le CAUE qui est le conseil en architecture et en urbanisme du Morbihan. En termes de contact, qu'est-ce qu'il y avait tout à C'était l'heure? ça essentiellement aussi. Est-ce qu'il y avait eu des liens avec la glacière d'Etel? Je ne sais pas si tu as répondu. Non, on n'a pas de lien particulier, en tous les cas, avec la glacière d'Etel. On connaît le sujet, on sait que la Fondation du patrimoine a aidé à l'avancement de ce projet à hauteur de 400 000 euros. Donc, c'est là qu'on perçoit l'importance des financements divers sur des projets tels que celui-là. Donc, c'est un financement qui est quand même important. Donc, voilà, à savoir que la glacière d'Etel est plus récente, plus petite, donc peut-être moins importante que celle de Lorient, et pourtant elle sera conservée et réhabilitée en ce moment. Alors, il y avait aussi, des questions sur l'avis des conseils communautaires successifs là, sur les 20 dernières années. Est-ce que le sujet qui est revenu sur la table régulièrement depuis toutes ces années, il a toujours fait quand même plutôt consensus dans le sens d'une démolition, même si la décision n'a jamais été actée, ou est-ce que ça n'a pas été une histoire aussi linéaire sur, on va dire, depuis 10 ans au moins que la question est sur la table? Alors malheureusement sur ce sujet, on a beau avoir fait quand même quelques recherches, on n'a pas forcément... Enfin, il sera difficile de répondre à cette question n'étant pas dans ces instances décisionnaires à l'époque, donc je crois qu'on ne saurait pas vous répondre. Bon, mais voilà, c'est aussi des infos qu'on cherche enfin, toutes les infos sur l'historique du projet, sur aussi le projet futur, c'est des infos qu'on essaye de collecter et dont on a besoin pour avancer. Et mieux on connaît notamment le projet à venir, et plus on peut avancer, quoi. Il y avait aussi des questions sur le classement de la glacière. Est-ce qu'il y a des démarches en cours justement pour classer la glacière au patrimoine? Alors actuellement, il n'y a pas de démarche en cours. Tout simplement parce que l'autorisation de démolir le bâtiment a été accordée, et que pour avoir échangé avec les personnes qui sont en charge de ce type d'inscription, si le propriétaire décide de le détruire, à partir du moment où il a le permis accordé, le dossier d'inscription ne permettrait pas d'annuler cette démolition. En tous les cas, tant que la décision d'inscription n'est pas prise, et ce sont des dossiers qui sont lourds à monter, qui nécessitent des appuis d'architectes avec des études assez poussées. Or, actuellement, au sein de l'association, on n'a pas cette compétence-là. On aura peut-être les moyens de la mettre en œuvre suite à un financement participatif que l'on va lancer. Mais aujourd'hui, on n'a pas initié cette démarche, étant donné l'autorisation de démolition qui a déjà été accordée. C'est pour ça qu'on a plutôt acté le travail de l'association sur la communication large auprès du public et une sensibilisation de tout le monde, des élus, mais aussi des entreprises, d'autres associations de la région de Lorient. Alors du coup, il y a des questions dans ce fil d'idées-là. Est-ce que une instance pourrait poser un droit de veto sur la démolition? Est-ce qu'il existerait une instance de classement? Alors il existerait, ça c'est plutôt un commentaire, il existerait une instance de classement, mais il faut monter au ministère. Et puis, il y avait aussi une question qui était, là Claire, peut-être que tu peux répondre, sur est-ce que la valeur patrimoniale aux yeux des Lorientais, donc les Lorientais donnent à la glacière, a fait l'objet d'études, de sondages, d'enquêtes, ou est-ce qu'on a... À ma connaissance, non, justement, ça n'a pas fait l'objet d'une étude, ou du moins d'une concertation, justement d'une consultation publique de savoir ce qu'on fait de ce bâtiment-là. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il n'a jamais été non plus valorisé, justement, au même titre que d'autres bâtiments qui ont survécu à la Seconde Guerre mondiale. Je pense au Péristyle, bien sûr.
de par sa localisation, qui se trouve justement dans une zone qui est industrielle artisanale. Mais voilà, mais justement, ça n'enlève rien à sa valeur historique. Mais voilà, mais il n'y a pas eu, et c'est ce que rappelait Ronan, justement, c'est pas qu'il a été occulté de la carte, mais en tout cas, il n'a jamais été valorisé justement en tant que tel, en tant que patrimoine, dans les différents projets qui ont été menés sur ce quartier-là, quoi, et sur les activités. Ouais. Je vais compléter par un élément, c'est quand on regarde certaines représentations de peintres ou d'artistes de la région de Lorient qui ont décidé de coucher sur le papier les éléments patrimoniaux de la ville de Lorient. On voit la tour de la Découverte, on voit le bâtiment de la CCI, on voit les grues du port de commerce, on voit la base des sous-marins et on voit la glacière de Lorient. Donc c'est une appropriation un peu indirecte, mais on sent de par ces représentations-là que c'est un élément qui fait sens à Lorient. Donc il y a beaucoup de commentaires et de questions là, donc c'est vraiment enrichissant. Par contre, c'est difficile à tout traiter, donc on en oubliera certaines. On va récupérer toutes ces questions hein, et donc on les traitera même a posteriori de ce webinaire si besoin. Je vois alors peut-être avant de passer sur des questions de bâtiment. Tu l'as déjà un peu dit, Ronan, mais sur les décisionnaires, donc l'agglomération lorientaise, la région Bretagne, comment se fait le jeu de décision Alors, pour faire à la fois simple et quand même un peu précis, donc pour préciser, on a deux types d'acteurs. On a un syndicat mixte qui est constitué de la région Bretagne et de l'agglomération de Lorient, qui est responsable des gros investissements sur le port, donc les investissements lourds en termes d'infrastructures, bâtiments ou quais. Et on a une société d'économie mixte qui est, on va dire, plus responsable du fonctionnement du lieu. Et donc tous ces acteurs sont la société d'économie mixte est donc à majorité de Lorient Agglomération, 60%, et 40% pour la région Bretagne, et inversement proportionnel pour le syndicat mixte dont je parlais avant. Donc voilà, pour tout ça, pour dire qu'il y a la région Bretagne et l'agglomération de Lorient qui sont décisionnaires sur les choix d'investissement, mais qui sont aujourd'hui, on va dire, uniquement sur les questions port de pêche, ce qui est normal puisqu'on est sur une concession portuaire et port de pêche, mais on peut s'interroger sur pourquoi ne pas ouvrir ce champ décisionnaire à des instances plus ouvertes, puisque ce bâtiment a 100 ans et qu'il pourrait rentrer dans un champ de décision qui serait autre que uniquement le port de pêche. Mais bon, voilà, les décisionnaires, c'est la région Bretagne et Lorient Agglomération, pour faire simple. Alors, dans la suite logique, un peu là, sur la décision, justement, est-ce qu'on peut repréciser le calendrier du projet de démolition et puis aussi repréciser, donc tu as donné des coûts sur une réhabilitation possible, redonner aussi, si on l'a, des coûts de démolition en face. Oui, alors le calendrier qui a été annoncé, c'est une démolition pour la fin de l'année. Novembre, décembre, janvier 2022, on ne sait pas trop. Sur les coûts, on a comme coût annoncé 1 million d'euros de démolition. On a également pu voir il y a aussi un coût de reconstruction du bâtiment qui devrait la remplacer, donc autour de 3 à 4 millions d'euros de mémoire. Donc ça fait un coût, quoi qu'il arrive, autour de 5 millions d'euros avec des surfaces au final exploitables inférieures à ce que l'on a actuellement sur place avec un bâtiment plus étendu au sol, donc qui peut être soumis aux contraintes dont je parlais tout à l'heure de submersion marine, par exemple. On peut peut-être préciser justement les surfaces, le nombre d'étages qu'il y a actuellement dans la glacière et les surfaces que ça représente. Et donc, face à ça, l'emprise au sol qui reste une fois qu'on a
supprimer la glacière. Donc, ouais, effectivement, l'emprise au sol de la glacière, donc c'est 1500 mètres carrés. Le bâtiment fait 50 mètres de long sur 25 mètres de large. Et on a actuellement 5 étages avec des hauteurs d'étages différentes. Et notamment un dernier étage qui est très impressionnant avec une charpente métallique. Donc voilà, c'est une surface plancher importante qui, quand même, il faut le préciser, ne sera pas totalement réexploitable à l'avenir si on se projette dans une réhabilitation fonctionnelle, c'est-à-dire un apport de lumière dans le bâtiment qui sera difficilement envisageable si on ne crée pas un patio au centre du bâtiment pour apporter de la lumière comme il existe d'ailleurs au bâtiment de l'agglomération de Lorient, pour ceux qui le connaissent, avec un patio, un atrium assez étonnant. Alors, il y a après beaucoup de commentaires. J'essaye de voir s'il y a d'autres questions. Il y a notamment un parallèle qui est fait dans un des commentaires, ou dans plusieurs d'ailleurs, sur la base des sous-marins et sa reconversion, qui était aussi un gros pari il y a une vingtaine d'années, et qui voilà, est un pari réussi et qui a permis de redynamiser et de structurer aussi tout un pan d'économie à Lorient. C'est intéressant de faire ce parallèle avec ce que pourrait être la glacière sur la partie port de pêche de la zone portuaire, quoi. Alors, je vais faire un parallèle, moi, c'est que, en fait, si ce projet existe actuellement pour la base des sous-marins, c'est entre autres parce que la démolition coûtait trop cher. Donc, c'est peut-être une conservation par défaut. Donc, voilà, on voit ce que ça a pu créer comme beau lieu actuellement et des usages qui ne sont pas forcément évidents au départ. Un hangar à bateau dans une alvéole des sous-marins, c'est pas forcément quelque chose qui saute aux yeux tout de suite. Mais c'est quand on utilise un lieu, qu'on le parcourt, que des idées arrivent. Et c'est aussi ça qui crée des choses intéressantes et des personnes comme Patrick Bouchin qui travaillent en tant qu'architecte sur des lieux. Donc ils font le projet dans le lieu en occupant les lieux. Donc c'est des choses qui existent et qui sont intéressantes. J'étais à Morlaix il n'y a pas longtemps pour voir ce qui se fait dans la manufacture de Morlaix. Donc c'est un cinéma, un théâtre, un lieu pour les entreprises, enfin des restaurants, c'est hyper intéressant. Donc voilà, c'est des exemples pas très loin de chez nous qui sont hyper intéressants. Bon, ben, merci. Je pense qu'on a fait le tour d'un certain nombre de questions. En tout cas, à nouveau, on va de toute façon tout récupérer. Donc, tant que la réunion n'est pas fermée, vous pouvez continuer de commenter et de poser des questions. Et on va peut-être, je ne sais pas si c'est toi, Claire, ou si c'est Fanny qui prend la main pour la suite. Bah, Fanny, peut-être alors. Ouais, alors je vais juste parler du premier événement et c'est Fanny qui prendra la main après. Donc on va vous parler de la suite pour notre action de l'association. Il y a un premier événement ou une première date, en tous les cas importante, qui va se passer avant la fin du mois de février. C'est le lancement d'un financement participatif avec 3 paliers importants dont on ne va pas détailler le contenu, mais vous pourrez le lire dans le contenu du financement sur Kengo. Donc, qui sont la communication publique importante, les actions de médiation et des compléments d'expertise. Donc voilà, on est une trentaine de bénévoles dans l'association. On a besoin de passer un cap en termes de com pour faire simple et on a besoin d'aide pour ça. Donc ça peut être de l'aide par du temps de bénévoles, mais c'est aussi de l'aide pour imprimer des flyers, pour faire un film de présentation, pour faire des jeux comme des escape games pour vous faire participer. Et puis pour relier le projet auprès du grand public qui n'a pas forcément connaissance de tout ça, si ce n'est quelques articles de temps en temps dans la presse, mais pour que tout le monde en parle, il faut qu'il y ait une communication plus large. Voilà, donc après on va organiser des ateliers. Donc ça, je laisse Fanny prendre la parole pour ça. Oui, du coup, je pousse la main. Donc, en fait, on avait discuté comme ça après. Et du coup, on propose d'ores et déjà une date pour un atelier le 15 mars, lundi 15 mars, de 19h à 21h.
Et l'objectif, c'est donc de le faire de façon ludique et interactive pour passer un bon moment ensemble. Et on va le construire de façon à ce qu'on puisse se poser les bonnes questions et réfléchir ensemble à quels seraient les projets, de façon très concrète, qu'on pourrait imaginer au sein de la glacière. Donc le lieu n'est pas encore défini puisque ça dépendra du contexte sanitaire, notamment, mais néanmoins, vous pouvez quand même noter la date. Et ensuite, nous, on reviendra vers vous pour plus d'informations à ce sujet-là. Super. Et voilà, le dernier événement, ou plutôt enchaînement de temps qu'on voulait vous communiquer, c'est on a décidé de faire un temps de présence sur site une fois par mois, puisqu'on s'aperçoit que en discutant avec les personnes qui prennent le bateau, par exemple, pour aller à Port-Louis, ou des personnes même qui viennent au pied de la glacière pour se promener, prendre des photos, c'est là qu'on a des échanges conviviaux, où on peut faire de la médiation. Ça nous remotive aussi, ça motive tout le monde de discuter. Donc voilà, on a décidé de faire un rendez-vous par mois et qui sera le dernier dimanche du mois. Donc on a mis les dates et ce sera un plaisir de vous rencontrer. On ne sera pas contraint par les mesures sanitaires puisqu'on a encore le droit de se déplacer dehors. Donc voilà, un dimanche matin vers 11 heures, je ne l'ai pas précisé dans le document. Donc voilà, pour boire un verre chaud ou froid, ce sera un plaisir de vous rencontrer et profiter de vos idées, de partager des expériences que vous avez pu avoir. Donc voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose ou d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Non, c'est à peu près bon là. Non, c'est à peu près bon. Ok, eh bien, il est 19h30. On n'est pas trop mal. Ouais. On vous remercie vivement d'être resté jusqu'au bout, de nous avoir écoutés. On espère que ça a été clair. On va essayer de répondre à d'autres questions. Laissez-nous vos coordonnées. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous inscrire à la newsletter. Pour recevoir la suite de l'actualité de l'association, vous pouvez continuer à suivre la page Facebook qui est pour l'instant l'élément de communication principal. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous pour avoir la suite des informations et nous apporter votre aide surtout. On en a besoin. Eh bien, bonne soirée à tout le monde. Merci Fanny, merci Claire, merci Gwen. Merci Gildas et puis merci aux membres de l'association qui n'ont pas forcément intervenu mais qui sont là et qui nous soutiennent aussi. Donc, bonjour, bonsoir à tout le monde. À bientôt. Hop.